C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, interrogé sur le climat politique actuel, le président Patrice Talon a reconnu que la dynamique électorale en cours ne le réjouissait pas, estimant qu'elle donnait une image peu reluisante du pays. Revenant sur l'exclusion du Parti Les Démocrates de la présidentielle de 2026, il a laissé entendre que la formation dirigée par l'ancien président Boni Yayi aurait pu éviter cette situation en optant pour un accord de gouvernance. Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Guénotror, a dévoilé la liste des joueurs qu'il a retenus pour le prochain regroupement, comptant pour le match amical contre le Burkina Faso. C'est lors de la traditionnelle conférence de presse qu'il organise en prélude au regroupement des Guépards du Bénin. Et puis, dans l'actualité internationale, c'est parti pour un 8e mandat à la tête de l'État du Cameroun pour le président Paul Biya, élu au scrutin du 12 octobre. L'homme du 6 novembre 1982 a juré devant le peuple et devant Dieu d'exercer ses fonctions dans le respect de la Constitution. À l'entame de ce 8e mandat, le chef de l'État appelle à la paix. Le président de la République du Bénin était l'invité d'une émission spéciale sur la télévision nationale ce mardi. Le chef de l'État s'est exprimé sur le cas du Parti Les Démocrates, écarté de la course à la présidentielle de 2026. Selon lui, la formation dirigée par son prédécesseur Boni Yayi aurait pu éviter cette exclusion en concluant un accord de gouvernance avec d'autres partis politiques. Écoutons à présent un extrait de ses propos. Tout le monde est en train de signer des accords de gouvernance et parlementaire. Mais les démocrates ont refusé. Le président Yayi Boni a refusé que les démocrates signent un quelconque accord avec qui que ce soit, y compris l'FCBE. FCBE est une partie d'opposition, même modérée. C'est un parti d'opposition. Si les démocrates avaient signé avec l'FCBE un accord de gouvernance et accord parlementaire, le duo candidat à l'élection présidentielle des démocrates ne serait pas tombé. Malgré la défection d'un de leurs. Oui. Parce que l'FCBE dispose, je crois, de 6 ou 7 ou combien de parrainages. Les parrainages de l'FCBE auraient permis aux démocrates d'être présents aux élections. Donc ils ont choisi de marcher sur la corde raide, sur le fil du rasoir. Ils se sentent si forts, c'est très bien. Mais en ce moment, quand on a choisi de marcher sur un fil et qu'on tombe, il ne faut pas chercher les boucs émissaires. Je suis malheureux de le dire et de le répéter. Je suis malheureux que les démocrates n'aient pas les élections présidentielles. Ils avaient la possibilité de le faire. Ils pouvaient signer un accord avec l'FCBE. Et moi, j'ai demandé même à l'UP et au BR de rester disposés à signer avec les démocrates un partenariat ou un accord de gouvernance. Si je l'ai dit publiquement, devant le peuple, avec les jeunes, c'est parce que c'est ma consigne. Et je l'ai dit pour que les cadres des deux partis UPBR entendent publiquement que le président de la République, qui est aujourd'hui le chef de la majorité, souhaite que UPBR puisse signer avec n'importe quel autre parti, compris les démocrates. Je l'ai dit publiquement. Qu'est-ce qui, honnêtement, pourquoi Yayi Boni ne peut pas accepter de signer un accord avec ceux-ci et dire que si vous gagnez ou si je gagne, nous pouvons travailler ensemble. Mais cette déclaration ne veut pas dire qu'ils ont l'obligation demain de nommer des ministres de parti. Non. C'est juste l'intention. À la limite, même ils peuvent ne pas le respecter plus tard. Mais ce serait bien que le peuple entende, qu'eux-mêmes se disent, travailler ensemble n'est pas un problème quand on est dans le même pays. C'est tout ce que voulait le Code. Et cela leur aurait permis, cette déclaration d'intention leur aurait permis aujourd'hui d'être candidat au présidentiel. Si vous permettez, allez-y, monsieur le président. L'élection législative arrive bientôt. Ouais. Le Code dit qu'à défaut d'accord de gouvernance, à défaut d'accord parlementaire, ouais, chaque liste, chaque parti devra réaliser 20% de suffrages, obtenir 20% de suffrages dans chacune des 24 circonscriptions législatives.
Aujourd'hui, aucun parti n'est en mesure de le faire. Peut-être que demain, ils le feront. Ni UP, ni BR, ni FCBE, ni MOEL, ni RN. Même les démocrates, en tout cas, ils ne l'ont pas. Je ne sais pas s'ils y parviendront. Nous voulons y arriver là. Nous voulons y arriver. Que demain, nos partis soient d'envergure. Pour pouvoir être représentatifs partout. Et que partout dans le Bénin, les gens se sentent concernés par l'action d'un parti, le pouvoir d'un parti. Même si le parti n'est pas majoritaire partout, que le parti soit présent, suffisamment présent partout. Comme on n'y est pas encore, et que nous demandons aux gens de se regrouper pour y arriver, mais en attendant d'y être, on demande aux gens de faire des déclarations d'intention. Rien que ça. Que les démocrates disent, je pourrais travailler avec les BR après les élections. En quoi? En quoi vraiment? C'est noble comme intention. Oui. Ça peut les influencer demain à être un peu disponibles. Mais en quoi c'est une contrainte? Oui, et cela leur aurait permis bientôt d'aller aux élections législatives sans être soumis à la satisfaction de ces 20% exigés. Et ils pourront avoir peut-être 50%, 60% du Parlement. Peut-être qu'ils auront 80 députés sur 109, rien qu'avec cette déclaration d'intention. Moi, je fais tout pour amener les uns les autres à travailler ensemble, à ne plus être des ennemis, au moins à déclarer leur intention de non-agression. Autre volet de l'actualité, le Bénin poursuit sa candidature pour abriter la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. À ce titre, une délégation de la Société africaine anti-sida, conduite par son président, a séjourné à Cotonou du 3 au 6 novembre. Cette visite de haut niveau avait pour but d'évaluer les capacités organisationnelles, logistiques et techniques du pays en vue d'accueillir cette grande rencontre continentale. Le compte-rendu signé Romaric Dossa. Sous le leadership du président Talon et du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, le Bénin confirme sa volonté d'offrir en 2027 une conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICASA 2027, inclusive, innovante et porteuse d'espoir. C'est dans ce cadre qu'il a reçu sur son territoire une mission d'évaluation de la Société africaine anti-sida conduite par son président. Elle a été officiellement accueillie ce lundi 3 novembre par la représentante du chef de l'État au CNLSTP, Valentine Kiki Medegan-Fagla, et la secrétaire exécutive du CNLSTP, Anita Wadaï. La journée du 4 novembre a été riche en couleurs. Elle a débuté par la visite de la cité historique de Ouida, de la route des esclaves à la porte du non-retour, en passant par les musées et le temple des Pitons. La délégation de la Société africaine anti-sida a contemplé l'histoire et la mémoire africaine, surtout la richesse culturelle béninoise. À son retour à Cotonou, la mission a été reçue en audience par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. S'en est suivi la rencontre introductive présidée par le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hunkpati. Sous le leadership éclairé du président de la République, M. Patrice Talon, le Bénin a placé la santé, les infrastructures, la sécurité, la science et la coopération internationale au cœur de ses priorités. Et des réformes majeures ont été réalisées dans tous ces domaines. C'est donc dans cet état d'esprit que nous abordons cette visite avec la conviction que le Bénin dispose de tous les atouts nécessaires pour abriter la conférence d'ICASA 2027. Après cette rencontre, la délégation a été reçue en audience par le directeur de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. La journée s'est achevée par une séance d'échange entre la délégation de la SA et les acteurs communautaires impliqués dans la riposte nationale contre le VIH-Sida. Je voudrais vous dire que ICASA est basé sur 3 principes. I want you to write that. 3. Je voudrais que vous les écriviez. 1, leadership. 1, le leadership. That means political commitment, leading like you are doing. Leadership is very important for ICASA. Ça veut dire l'engagement politique, comme ce que vous faites tous ici, c'est très important pour ICASA. Number 2, it's science. En 2, la science. Whatever we do, it must be scientific. Tout ce qu'on fait doit être scientifique. To manage HIV, it must be scientific. It's not guesswork. Pour contrôler le VIH, il faut qu'on travaille avec la science. Il n'y a pas d'autre moyen. The third, the most important, is community. La
La troisième et plus importante, le troisième principe, pardon, et le plus important, c'est la communauté. Without community, we can't have ICASA. Sans communauté, on n'a pas ICASA. And you are the community, so it's very important that we meet with you. Et vous êtes la communauté, donc c'est très important que... Nous sommes mercredi 5 novembre 2025. Le président de la Société africaine anti-sida et sa délégation ont été reçus en audience par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. Les échanges ont porté sur les atouts stratégiques et économiques du Bénin, ainsi que sur la volonté politique affirmée du gouvernement de faire du pays un hôte exemplaire pour cette grande conférence continentale. Plusieurs hôtels et places publiques ont été visités, dont l'hôtel 5 étoiles Sofitel Cotonou et l'Amazon, où le chef de la délégation a laissé une note de satisfaction au terme des 4 jours qu'a duré la mission. We feel very, very, very happy that there have been enough preparations for our visit in the first place. Secondly, what we have seen so far and the leadership that we have met from the Minister of Health, from the representatives of the President, from the representatives of the communities, I think that this country is quite prepared to host 2027 ICASA. D'autres lieux ont été visités dans le centre hospitalier international de Calavi, Chic. Parlons sport à présent. Le sélectionneur national du Bénin, Guy Notre, a rendu publique la liste des 30 joueurs retenus pour le match amical international face au Burkina Faso prévu le 18 novembre prochain. Une liste marquée par un subtil équilibre entre continuité et renouveau, avec l'apparition de 4 nouveaux visages et le retour de 2 anciens guépards, suivant un extrait de ses propos. Cédric Huntanji, dont je vous donne les dernières nouvelles. Il se fait opérer ce matin de sa blessure musculaire et il sera out entre 6 et 8 semaines. Donc malheureusement pour lui et pour nous, il ne pourra pas assister à la CAN. Voilà, ce sont les aléas du football. Il s'est blessé avec son club. Et d'où la nécessité aussi de trouver en défense centrale peut-être des relais d'autres joueurs. La raison pour laquelle il y a un joueur qui est invité, qui a 18 ans, c'est Lawson Jordan, qui joue aux États-Unis dans un collège à Illinois, un étudiant, d'un papa béninois, d'une maman espagnole, qui a déjà la nationalité. Il fait 1m92, il va vite, il a les 2 pieds. Pour l'avoir vu en vidéo, je me suis dit c'est l'opportunité de voir si on peut trouver un joueur à ce poste-là, à condition d'avoir un passeport rapidement, évidemment. Mais ça, c'est un challenge administratif, encore une fois, et je pense que vraiment, il faut remercier nos autorités de nous aider pour ces cas-là. Ils ont la nationalité, mais pas encore le passeport, et il faut le passeport pour pouvoir jouer avec nous. Même un match amical, évidemment. Voilà, donc il y a d'autres nouveaux joueurs que vous pouvez constater, notamment, on a beaucoup parlé déjà, ça fuit, de Felipe Santos. Felipe Santos joue en Azerbaïdjan. D'ailleurs, le week-end dernier, il a joué contre Moumini avec son club. Et c'est un joueur qui est intéressant sur le plan technique, sur le plan des coups de pied arrêtés. Nous l'avons vu jouer. Mais là aussi, il y a l'obligation d'avoir une homologation de la FIFA pour un joueur brésilien, même s'il y a un projet afro-descendant qui est très intéressant. Mais il faut des conditions très précises pour être éligible pour un autre pays. Ce n'est pas si simple que ça. Donc il faut remplir certaines conditions. Et en tout cas, moi, sur le plan sportif, je vais les tester. Je le trouve intéressant. Mais à voir si après, il pourra vraiment participer à la CAN par rapport à son éligibilité. Et ça, c'est pas évident. C'est aux autorités de faire le travail. Ensuite, nous avons également un autre joueur qui est là pour la première fois. C'est Adam Hakimi, qui joue en Suède, à Helsingborg. Également un avant-centre qui a un bon gabarit, 1m87,
qui est capable de marquer des buts, en tout cas dans son club, en deuxième division suédoise. Mais c'est la dernière opportunité maintenant de voir des joueurs comme ça pour savoir si on peut éventuellement avoir un renfort ou pas et surtout leur donner un passeport pour qu'ils soient éligibles. Il y a aussi Salifou Ibrahim qui est là pour la première fois, qui est ghanéen et béninois. Donc lui avait été sélectionné en U20 Ghana sans avoir joué, c'est important. Donc s'il a son passeport, il a déjà la nationalité, il pourrait devenir éligible pour le Bénin. Voilà, c'est la dernière possibilité avant la CAN. C'est pour ça aussi, au lieu de faire 2 matchs, on a préféré rester là pendant une semaine pour les tester. Quand vous faites 2 matchs, vous avez 1 ou 2 entraînements avant un match, vous ne pouvez pas avoir grand-chose. Vous ne pouvez pas préparer une équipe. Alors que là, pendant une petite semaine, on pourra les tester avec les GPS, avec les tests de vitesse, tests physiques, tests techniques, pour voir un peu et en même temps régler les problèmes administratifs pour leur passeport. En interactualité, le président camerounais Paul Biya a prêté serment ce jeudi pour un 8e mandat. Celui qui dirige le Cameroun depuis 1982 a été investi pour un nouveau septennat au cours d'une cérémonie à l'Assemblée nationale à Yaoundé. À l'entame de ce 8e mandat, le chef de l'État tend la main à tous ses compatriotes pour relever ensemble et dans la paix les défis auxquels le Cameroun fait face. Le reportage. Alors que le pays a été le théâtre des violences post-électorales, le président camerounais joue la carte de l'apaisement. Paul Biya a appelé la population au calme jeudi lors de sa prestation de serment pour un 8e mandat à la tête du pays. J'en appelle au sens de responsabilité les uns et les autres. Fidèlement à tous ceux qui s'emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale, dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sur notre cieux. Reste à savoir si son message sera entendu. Sa victoire est contestée. Issa Chiroma, arrivé en 2e position avec 35,19% des voix lors de l'élection du 12 octobre, selon les résultats officiels, dénonce un coup d'État constitutionnel. Paul Biya est âgé de 92 ans et est au pouvoir depuis plus de 40 ans. À la fin de son 8e mandat, il aura près de 100 ans. Les paramilitaires en guerre contre l'armée au Soudan ont annoncé ce jeudi le accord avec la trêve humanitaire proposée par le groupe de médiateurs du CAD. Cette proposition avait été rejetée le mardi dernier par l'armée soudanaise. Suivant. Au Soudan, les forces de soutien rapide acceptent une proposition de trêve humanitaire venue du groupe de médiateurs dirigé par les États-Unis et baptisé Quad. L'accord intervient plus d'une semaine après la prise de la ville d'El Fasher, assiégée depuis plus de 18 mois. En réponse aux aspirations et aux intérêts du peuple soudanais, les forces de soutien rapide affirment leur accord pour entrer dans la trêve humanitaire proposée par les pays du Quad, les États-Unis d'Amérique, les Émirats arabes unis, le Royaume d'Arabie saoudite et la République arabe d'Égypte. Cet accord vise à faire face aux conséquences humanitaires catastrophiques de la guerre et à renforcer la protection des civils en permettant l'acheminement urgent de l'aide humanitaire à l'ensemble de la population soudanaise. Les FSR disent aussi vouloir s'attaquer aux causes profondes de ce conflit pour parvenir à une paix durable. De son côté, le gouvernement soudanais n'a pas encore réagi à cette annonce. Le conflit qui a débuté en avril 2023 a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 10 millions de déplacés. L'ancien ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Enoni, est maintenant à la tête de l'UNESCO, en dépit des critiques émanant d'associations de défense du patrimoine qui lui reprochent de ne pas avoir suffisamment protégé les trésors culturels de son pays tels que la Cité des Morts du Caire.
Âgé de 54 ans, Enani a été élu le mois dernier par le Conseil exécutif de l'UNESCO. Le reportage. L'ancien ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités a été officiellement élu jeudi à la tête de l'UNESCO, malgré quelques critiques à son encontre. Des associations reprochent à Khaled El Enani de ne pas avoir assez protégé les trésors culturels de son pays, tels que la Cité des Morts du Caire. L'homme de 54 ans succède ainsi à la Française Audrey Azoulay dans un contexte de défiance envers l'organisation, marqué par le départ annoncé des États-Unis. Le Conseil exécutif a recommandé le 6 octobre dernier la candidature d'El Enani face à celle du Congolais Firmin Edouard Matoko à 55 voix contre 2. Cette fois, l'universitaire a réuni 172 des 174 suffrages exprimés par les États membres réunis à Samarande en Ouzbékistan. Khaled El Enani devient le premier directeur général de l'UNESCO originaire d'un pays arabe et le deuxième africain après le Sénégalais Amadou Matar Mbao. Les pays européens soutiennent un plan de 2,5 milliards de dollars pour sauver la forêt amazonienne du Congo selon un document consulté par Reuters. Ce programme de conservation risque d'éclipser l'initiative phare du Brésil, pays hôte de la COP30, mobiliser davantage de fonds pour protéger et restaurer les dernières forêts tropicales humides du monde est un objectif central des négociations de l'ONU sur le climat. C'est après moi. En marge de la COP30 qui se tient au Brésil, la France mène une initiative de 2,5 milliards de dollars pour la sauvegarde des forêts du bassin du Congo. Une information relayée par l'agence Reuters et confirmée par le site officiel de l'Élysée. Ainsi, pour les 5 années à venir, les bailleurs renouvellent leur engagement pris à Glasgow en 2021. Parce que nous vivons une époque où émergent des voix qui choisissent d'ignorer ou de nier les preuves scientifiques de la crise climatique. Tout récemment, le président des États-Unis, lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies, a déclaré que la crise climatique n'existait pas et c'est un mensonge. Nous devons être capables de défendre la valeur de la science et des faits. La COP30 se tient du 6 au 21 novembre 2025 à Belém, au cœur de l'Amazonie du Brésil, en l'absence des plus grands pollueurs de la planète, la Chine, les États-Unis et l'Inde. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedline.tv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.